Bienvenue dans les Chroniques de Pissefontaine, une courte vidéo faite par l'association Préservons Pissefontaine, association de défense du cadre de vie de ce charmant et ancien bourg de Pissefontaine, sur la commune de Triel-sur-Seine dans les Yvelines. Ce matin, je lisais un article du journal Le Monde sur la participation citoyenne à l'épreuve du réel, qui parle des bénéfices d'une concertation préalable à des projets d'urbanisme et qui m'a motivé à faire la suite d'une précédente vidéo sur les recours contre un permis de construire, dont vous trouverez le lien en haut à droite. Dans cette vidéo, nous verrons le déroulement et l'issue d'une concertation préalable au permis de construire. Dans notre précédente vidéo, donc, nous avions vu ce qui s'est passé depuis qu'un projet immobilier est découvert au moment de l'affichage d'un permis de construire. En passant par les recours administratifs, le jugement du tribunal administratif et finalement notre condamnation. Une boucherie inutile puisque le projet se fait aux dépens des riverains pour un cadre de vie dégradé. On va donc voir ce qu'il faut faire avant le permis de construire pour ne pas rentrer dans cet enfer des recours et des déceptions qui y seront associées. Remontons dans le temps et voyons ce qu'il se passe avant le dépôt du permis de construire. Ça se passe dès que le terrain ou la maison est vendu, à savoir qui est le nouveau propriétaire, s'il est connu, s'il est inconnu, si c'est une SCI ou un promoteur et que le PLU le permet. Alors allez à la mairie et demandez ce qu'il se passe. Il peut se tramer un projet de logement collectif, un investissement immobilier dans lequel l'intérêt des riverains est totalement ignoré. Même si on vous répond « c'est secret, attendez le permis de construire » ou « dehors, c'est chez moi ici », demandez à être associé au projet. Pour cela, il faut des informateurs dans la mairie et une volonté des élus pour provoquer cette concertation. Alors, c'est quoi le but de cette concertation? Eh bien, de préparer le permis de construire, mais en ayant impliqué les riverains pour que leurs intérêts soient bien pris en compte dans le projet immobilier. Les parkings, l'aspect, l'architecture, la hauteur des bâtiments, les hauteurs et les matériaux, les travaux, les matériaux, tout cela affectera les riverains. Ce sont des choses à prendre en considération dans le projet immobilier. Par la suite, on illustrera une concertation par un exemple pratique, une concertation sur la propriété dite La Roseraie, 2500 m² de terrain, une quarantaine de logements locatifs. Alors comment ça marche une concertation? Eh bien, on pose des questions, on y répond ensemble. Savez-vous qu'il y a une source, une cuve enterrée, qu'il n'y a pas beaucoup de places de stationnement dans la rue, que les enfants traversent la rue ici à la sortie de l'école, que le mur mitoyen est un patrimoine historique, là c'est mon séjour où il est baigné de soleil l'hiver à midi, et ainsi de suite. Ce sont les riverains qui connaissent le mieux l'environnement du projet immobilier. On peut se réunir régulièrement, le promoteur, les riverains, la mairie, et répondre aux questions les unes après les autres. Et on répète, il s'agit réellement de co-construire, de faire un projet participatif. Et petit à petit, on arrive à un accord commun, et le projet se fera au bénéfice de tous. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est un petit peu ce qui s'est fait sur le projet sur la propriété de la Roseraie. Et même si ça s'appelait une concertation du voisinage, ça n'en suivait que très mal les principes, avec une invitation limitée à quelques riverains d'abord, synonyme de censure et de favoritisme. Une présentation d'un projet trop ficelé, avec trop de points censurés, des objectifs trop technocratiques. La réunion a été une succession de questions secondaires, comme la couleur des volets, les types de tuiles de toit, qu'un animateur posait aux riverains, autour d'un poster symbole de la participation collective. On aurait pu en rester là et voir le permis de construire affiché au bout de quelques semaines d'instruction, mais la rancœur était telle et la contestation suffisamment forte que ça n'a pas été le cas, et la concertation a... Bon, ce n'est pas toutes les concertations qui sont si mal organisées, mais ce projet de la Roseraie est bien mal parti. La faute a de l'impréparation surtout, de part et d'autre, des riverains comme du promoteur. Côté promoteur, il est évident que l'impact du projet est sous-estimé et qu'il faudra plus d'une réunion ou itération pour arriver à un consensus. Prenons le temps d'aplanir toutes les différences de vue et ne nous ruons pas vers une conclusion trop hâtive. Côté riverain, répondre par oui ou non aux questions du promoteur ou tout simplement répondre non, on n'en veut pas n'est pas une bonne façon de faire. Il faut être imaginatif et pratique à la fois. Imaginatif en proposant des alternatives. Pratique en jugeant le bon fondé des propositions du promoteur, les riverains
aidés par notre association et par un collectif en urbanisme, auront ainsi compilé une liste de requêtes et même un projet alternatif pour illustrer ce qui leur semble acceptable. Et bien voilà, on arrive à la fin de la concertation et tout le monde est content, ou presque. Au moins, vous aurez moins de recours contre votre projet, monsieur le promoteur. Et ça, c'est un avantage quand même. Alors, où en est-on aujourd'hui avec ce projet La Roseraie? En attente. Après une pause due à une nouvelle équipe municipale, à une crise du Covid, à un nouveau PLU, on devrait reprendre la concertation sous peu, mais avec de nombreuses nouvelles questions, ça c'est certain. Vous l'aurez compris, une concertation n'est pas chose aisée, ça doit se préparer, ça prend du temps. Mais que de bénéfices en retour, riverains, promoteurs, élus, agissons avec intelligence, favorisons la concertation et faisons que vos projets immobiliers se fassent sans heurts et en respectant tous les intérêts.